Ça fait déjà 1 an que Clair Obscur Expédition 33 est sorti. Et oui, je n'y ai toujours pas joué. Aujourd'hui, on va enfin corriger ça, puisque je me lance pour la toute première fois dans cette aventure. On y incarne Gustave, un habitant de la Ville Lumière, une ville qui ressemble étrangement à Paris après une finale de Ligue des Champions. Sauf qu'ici, l'attraction principale, c'est cette immense tour sur laquelle est inscrit le nombre 34. Après ces magnifiques plans, on fait la connaissance de Maëlle. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? On ne sait pas encore vraiment qui elle est pour Gustave, mais elle lui demande d'aller remettre cette fleur à une certaine Sophie. Elle nous explique qu'un festival est organisé pour célébrer le départ de l'expédition. Après cette cinématique, je récupère la fleur et Maëlle en profite pour me faire visiter Lumière. C'est à ce moment-là que je découvre le grappin. Grâce à lui, on peut se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre et atteindre des zones autrement inaccessibles. Après ça, je me bats contre Maëlle. C'est à ce moment-là que le jeu m'apprend les bases de son système de combat. Je découvre des attaques classiques, les compétences qui consomment des points d'action, ainsi que le système d'esquive et de parade. Contrairement à beaucoup d'RPG, au tour par tour, ici il faut rester attentif en permanence. Esquiver ou parer au bon moment permet d'éviter les dégâts et même de contre-attaquer. Après ce tutoriel, il est temps d'aller voir Sophie. Mais en chemin, Maëlle nous révèle quelques informations sur leur relation. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. On comprend alors que Gustave et Sophie étaient autrefois ensemble, que malgré le temps qui est passé, Gustave semble encore éprouver des sentiments pour elle. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Rien n'est jamais trop tard pour l'amour, ma chérie. Une fois devant Sophie, Gustave prend son courage à 2 mains et se lance, fleur en main. Il essaye de faire passer un message qui va bien au-delà d'un simple cadeau. On peut parler? Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque, Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats pour changer les choses. Dans un autre monde. Pas vrai? nous briserons le cycle. Pour qu'elles ne volent plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Après cette scène touchante, je décide de prendre mon temps avant de me rendre au port. J'en profite pour explorer Lumière et discuter avec les différents PNJ. Cela me permet d'en apprendre davantage sur le monde du jeu, son histoire, ainsi que la manière dont les habitants vivent. Pendant que j'explorais la ville, je suis tombé sur un mime, pensant au départ qu'il s'agissait d'un simple PNJ. J'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Bonjour. Gustave, à l'aide! Après un petit combat, je suis finalement venu à bout de lui assez facilement. Une fois le combat terminé, je prends finalement la direction du port. Je suis là. Je sais. Je sais. J'ai une question. Vous croyez qu'elle va la retrouver à la fin? Et c'est là qu'on apprend que cette femme géante se nomme la Peintresse. Et chaque année, elle inscrit un nouveau nombre sur le monolithe. Et toutes les personnes ayant cet âge ou un âge supérieur disparaissent mystérieusement lors d'un événement appelé le gommage. C'est cette menace qui pousse les différentes expéditions à partir à sa recherche dans l'espoir de mettre fin à ce cycle. Les membres de l'expédition 33 essayent bien de remonter le moral de Gustave. Mais honnêtement, après ce que je viens de voir, ça ne suffit pas vraiment. Donc, je décide alors de faire quelque chose d'important. Changer de coupe de cheveux. Et voilà. Tu es absolument... Waouh, qu'est-ce que tu m'as fait? Non, change-moi ça. Et voilà.
Femme! Non, 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 non! Malgré ça, l'aventure continue. Gustave rejoint alors ses apprentis pour une dernière discussion avant le départ de l'expédition. Puis je vais voir Maëlle au port. Et là j'apprends qu'elle a 16 ans et participe à l'expédition. Mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne te Attends. Pause! Quasiment l'homme le plus Elle va vieux. mourir à 24 ans! Allez, viens. Oh, ça Pause! rigole plus. Quel âge elle a? Après cette révélation, Maëlle nous propose un duel. Et je perds. Oh non! Après le combat contre Maëlle, je décide d'aller parler à notre sœur Emma. Dès le début de la conversation, on sent qu'il existe une certaine tension entre elle et Gustave. Alors, tu m'en veux toujours de mon ailé? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral. Mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Cependant, lorsque vient l'heure du départ, Emma est là pour nous soutenir. Elle prononce un grand discours pour encourager les membres de l'expédition. Membres de l'expédition, le glaive de lumière, nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Après ce discours, on se met en route pour le continent. Mais tout ne se passe pas comme prévu car on fait une rencontre étrange. Personne qu'à là qu'il est vieux. Poto, il a vécu les 2 guerres mondiales. Il est encore là? Non. Malheureusement, il n'était pas de notre côté. Il a décimé toute mon équipe. Et c'est sur ça que l'acte 1 commence. Gustave se réveille, et après avoir repris ses esprits, nous décidons de partir à la recherche d'éventuels survivants. Mais très vite, la réalité nous rattrape. Sur le chemin, nous sommes attaqués par un ennemi, et au fil de notre progression, nous découvrons de nombreux corps sans vie. Finalement, mon exploration me conduit jusqu'à une grotte. Après tout ce qu'il vient de voir, Gustave est complètement brisé. Dans cet instant de désespoir absolu, il se retrouve face à ses propres démons et perd peu à peu espoir en l'avenir. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Alors que Gustave est au plus bas, nous faisons la rencontre de Lune, une survivante de l'expédition. Elle nous redonne un objectif, rejoindre le point de rassemblement situé à l'Arbre Bleu, pour retrouver d'éventuels survivants. Malheureusement, notre répit est de courte durée. Un ennemi surgit de nulle part et nous coupe la route. C'est alors que Lune rejoint mon équipe et entre dans la bataille. Après ce combat, le jeu m'explique le fonctionnement des Lumina, l'une des mécaniques les plus importantes de Clair Obscur. Pour faire simple, lorsque l'on maîtrise un Picto en participant à plusieurs combats, son bonus devient disponible sous forme de Lumina. On peut alors l'équiper sur n'importe quel personnage, en échange de points de Lumina. Résultat, plus on progresse, plus on peut combiner des effets passifs et créer des builds complètement baisés. En avançant, je découvre un drapeau d'expédition. En plus de servir de checkpoint, il permet de gérer toute la progression de l'équipe. Je puis y améliorer mes compétences, attribuer mes points de caractéristiques et préparer mes personnages avant les prochains combats. Autant dire que je vais souvent revenir à ces drapeaux pendant l'aventure. Après cette pause bien méritée, je continue mon aventure tranquillement. Quelques combats, un peu de loot, rien de bien compliqué, jusqu'au moment où je tombe sur un ennemi chromatique. Et là, le jeu décide de me rappeler que je ne suis pas le personnage principal d'un animé. Ces monstres sont des versions bien plus puissantes des ennemis normaux et peuvent te punir très rapidement si tu les sous-estimes. Mais ils te dropent du bon loot. Oh my god, let's go! Après ce combat, je tombe sur le journal de l'expédition 81. Tout au long de l'aventure, on trouvera ce genre de journaux laissés par les anciennes expéditions. Ils permettent d'en apprendre davantage sur ceux qui ont tenté leur chance avant nous, mais aussi sur les dangers qui les ont conduits à leur perte. Un peu plus loin, je fais la rencontre d'un Névron blanc. Contrairement aux créatures hostiles que j'ai croisées jusqu'à là, celui-ci ne semble pas agressif. Il me demande simplement de l'aider à rallumer sa lampe. La quête paraît assez simple, mais pour le moment je décide de remettre ça à plus tard et de poursuivre ma route vers mon objectif. Une fois arrivé à l'Arbre Bleu, nous tombons sur l'un de nos collègues de l'expédition. Malheureusement, les retrouvailles sont rapidement interrompues par l'arrivée d'un nouvel ennemi redoutable, l'évêque.
Wesh. Après avoir battu l'évêque, je retourne à l'Arbre Bleu, où je découvre un message qui change la donne. Il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. D'après les informations laissées sur place, elle se trouverait dans l'océan suspendu. Autant vous dire que je n'ai plus qu'un seul objectif en tête, la retrouver. Je me mets donc en route, mais avant de poursuivre l'histoire, je décide de partir explorer une étrange forêt toute rose. Et franchement, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Quelques minutes plus tard, je tombe sur un ennemi chromatique, qui me rappelle très rapidement que je suis juste une sombre merde. Ok. Pause. On revient plus ici. C'est bon. Non, c'est bon. Allez. Je te laisse là. Je vais revenir. Je sais pas quand, mais je vais revenir. T'inquiète toi, reste là. Je vais revenir bientôt. Après cette défaite, plus que méritée, je décide de retourner au camp pour me reposer un peu. Le camp n'est pas seulement là pour se reposer. On peut y discuter avec les membres de notre équipe, apprendre à mieux les connaître et renforcer nos liens avec eux. Quoi? Non, on a une mission. J'emmerde la mission, Lune. Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la pâtresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Après cette petite dispute avec Lune, il est temps de reprendre la route en direction de l'océan suspendu. En chemin, je découvre plusieurs nouveaux types d'ennemis qui commencent sérieusement à compliquer les combats. Le jeu me pousse à mieux utiliser mes compétences, mes parades et les synergies entre les membres de mon équipe. Après avoir traversé la zone et survécu à quelques affrontements, j'arrive finalement devant une mystérieuse porte. Sans vraiment savoir ce qui m'attend de l'autre côté, je décide de l'emprunter. Et là, changement total d'ambiance. La porte me conduit à une villa. On dirait ma maison, poteau. On dirait... Maël! Une fois dans le manoir, je décide de prendre mon temps pour explorer les lieux. Et honnêtement, en voyant la taille de la propriété, je commence à me dire que je devrais peut-être appeler Stéphane Plaza pour estimer sa valeur. Parce que malgré l'ambiance terrifiante, le bien a quand même un certain potentiel. Mais alors que je continue ma visite improvisée, j'ouvre une porte au hasard et tombe sur quelqu'un que je ne m'attendais absolument pas à voir. Maël? Gustave. Tu es réel? Malheureusement, les retrouvailles ne durent pas longtemps. Un monstre complètement bizarre débarque devant nous et de mon côté, je suis déjà en train de préparer le combat. Mais Maël me regarde comme si j'étais fou et m'explique tranquillement que ce n'est pas un ennemi, d'après elle, c'est juste un chill guy. Personnellement, quand je vois une créature pareille sortir de l'ombre, le mot chill n'est pas exactement la première chose que je pense. Après cette rencontre complètement lunaire, je décide de quitter le manoir. Sauf que le conservateur n'est visiblement pas du même avis. Avant de nous laisser partir, il veut vérifier si nous sommes assez forts pour survivre dans ce monde. Et comme d'habitude, sa méthode consiste à nous taper dessus. Ce combat sert aussi de tutoriel pour une nouvelle mécanique, le saut. Jusqu'ici, j'esquivais et je parais les attaques. Mais certaines sont désormais impossibles à éviter de cette façon. Il faut alors sauter au bon moment pour passer au-dessus. Autant vous dire qu'à partir de maintenant, le jeu va me demander d'avoir des réflexes que je n'ai pas forcément. Une fois sorti du manoir, je rencontre enfin le GOAT absolu de clair-obscur, Noko. Franchement, après 5 minutes passées avec lui, j'étais déjà prêt à lui confier l'expédition. Toi,
rapide. Regarde, ruffian. Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains? Après quelques échanges, il nous explique que le chef de son village pourrait nous aider dans notre mission. Selon lui, il peut être notre meilleure chance d'atteindre la prêtresse. Du coup, sans trop réfléchir, je décide de suivre cette nouvelle piste. Mais avant de quitter l'océan suspendu, je continue à fouiller un peu la zone et je finis par trouver le journal de l'expédition 68. Encore une fois, ce journal nous donne quelques indices sur ce qui est arrivé aux expéditions précédentes. Et autant dire que ça ne donne pas vraiment envie de suivre leur exemple. Je reprends ensuite ma route jusqu'à tomber sur le boss de la zone, Goblou. Et visiblement son passe-temps préféré consiste à protéger une rose. Malheureusement pour lui, j'ai besoin de passer. Il ne reste donc plus qu'une seule solution, lui régler son compte. Pour ceux qui viendront après. Gustave, attends! Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Une fois le Goblou hors d'état de nuire, je me dis que je vais enfin pouvoir quitter cet endroit tranquille. Mais visiblement, le jeu avait d'autres plans. À peine sorti de la zone, je me retrouve projeté dans un cauchemar de Maël. Après ce cauchemar, Gustave décide de parler à Maël et de faire une promesse. Je fais des cauchemars. Mais moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard, je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Après cette cinématique, le jeu me donne accès à une nouvelle fonctionnalité très importante. Le conservateur rejoint officiellement le camp. Et honnêtement, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il me permet désormais d'améliorer mes armes. En échange des matériaux récupérés pendant l'exploration, je peux augmenter leur niveau et les rendre beaucoup plus puissantes. Vu les monstres qui m'attendent, pour la suite de l'aventure, je sens que cet homme va devenir mon meilleur pote. Après ça, je prends enfin la direction du village de Noko. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que je tombe sur un gamin vraiment bizarre. Le genre de personnage qui apparaît 5 minutes, te lâche 3 phrases incompréhensibles, refuse d'élaborer davantage, puis repart comme si de rien n'était. Je comprends absolument rien de ce qu'il me raconte, mais une chose est sûre, ce n'est probablement pas la dernière fois que je le vois. En poursuivant mon aventure, je tombe sur un ennemi dont le nom mérite déjà un prix, le sac à patates. Et non, j'invente rien. Heureusement pour moi, le combat est plutôt simple. Enfin, jusqu'au moment où je découvre cette capacité spéciale. Parce que oui, ce truc décide littéralement d'exploser avant de mourir. Hein? Mais le plus surprenant arrive après le combat. On apprend que cette espèce de machine est en réalité contrôlée par un Gestral, la même espèce que Noko. N'aie pas peur, on ne te fera aucun mal. C'est Noko qui nous envoie. Et après que je l'ai Gimbas, c'est devenu le frérot officiel de l'expédition. Le Gestral nous montre gentiment le chemin vers son village. Tout se passe bien jusqu'à ce que je tombe sur mon ennemi naturel, un mime. Wesh, wesh! Après lui avoir réglé son compte, je découvre sa récompense et la jackpot. Le jeu me donne une tenue pour l'une, qui est tout simplement incroyable. T'es sûrement française, toi. Oh mais il y a un faux de baiser. Avec le sang, non, j'ai rien dit.
Après avoir offert à Lune un relooking digne des plus grands défilés de mode, je me dis qu'il est enfin temps de rejoindre le village Gestral. Mais maintenant que je connais un peu mieux ce peuple, j'ai comme un mauvais pressentiment. Si un seul Gestral est capable de piloter un sac à patates kamikaze, je n'ai aucune envie de découvrir ce que tout un village est capable d'inventer. Du coup, avant de continuer, je prends le temps d'améliorer mes personnages, de distribuer mes points de compétence et mes lumina, parce que si le jeu m'a appris une chose jusqu'ici, c'est qu'il adore punir les joueurs qui se croient trop confiants. Et comme je l'avais annoncé quelques minutes plus tôt, les Gestral avaient effectivement un sac à patates géant à me faire affronter. Dans ma tête c'était terminé, j'imaginais déjà un boss capable de détruire toute mon équipe en une seule attaque. Mais au final, il était éclaté. J'avais passé plus de temps à me préparer pour le combat qu'à le combattre. Le sac à patates ultime, plus comme le nulos ultime, poteau. Mais après avoir humilié le sac à patates ultime, je rentre enfin dans le village de Gestral où je rencontre Golgra, leur chef. Je lui explique pourquoi je suis là et bonne nouvelle, elle affirme pouvoir nous aider à atteindre la peintresse. La mauvaise nouvelle, madame décide qu'avant de recevoir la moindre information, je dois gagner le tournoi du village. Et une fois le tournoi terminé, je devrais encore affronter une certaine étrangère. Je m'inscris donc au tournoi et pour une fois les choses se passent plutôt bien. Les combats sont des duels en 1 contre 1 et j'arrive à remporter mes 3 matchs sans trop de problèmes. Une fois arrivé en finale, je dois affronter le fameux étranger. Et là, énorme surprise, derrière ce mystérieux combattant se cache en réalité Ciel, un membre de l'expédition. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Mais malgré ces retrouvailles inattendues, Ciel et moi sommes quand même obligés de nous affronter. Après tout, il faut bien offrir un spectacle au public, non ? Le combat est intense, mais une fois terminé, nous pouvons enfin aller voir Golgra pour récupérer notre récompense. Fidèle à sa parole, elle nous donne les informations dont nous avons besoin. Plus précisément, elle nous révèle un mot de passe qui doit nous permettre de rencontrer un guerrier légendaire nommé Eski. D'après elle, cet être incroyablement puissant pourrait nous aider dans notre quête pour atteindre la peintresse. Mais avant de partir, Golgra me fait une autre proposition, l'affronter elle-même. Et là, comment dire, j'ai accepté. Grosse erreur. Je pensais avoir mes chances, mais Golgra m'a très rapidement rappelé ma place dans la chaîne alimentaire. Non. Gloria. Pardon. 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 Je reviendrai, mais... Pardon, j'ai compris. My bad, bro. My bad. Après m'être fait complètement démolir par Golgra, je décide qu'il est temps de mettre en route pour aller rencontrer Eskier. Mais avant même de quitter la région, nous nous retrouvons au camp. Je prends donc ce temps pour discuter avec tous les membres de mon équipe. Ces conversations permettent d'apprendre davantage sur leur passé, leur motivation et leur vision de l'expédition. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens entre les personnages et de découvrir des facettes de leur personnalité que l'on ne voit pas forcément pendant le combat. Après ça, il est enfin temps d'aller dormir. Vous ne sentez pas... Maël est une nouvelle fois victime d'une étrange vision. On y aperçoit une mystérieuse fille ainsi que le vieux que l'on a vu au début du jeu. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'ai qu'une seule certitude. Je comprends encore moins l'histoire qu'il y a 10 minutes. Chaque nouvelle révélation apporte 2 nouvelles questions. Qui sont ces personnages? Quel est leur lien avec Maël? Et pourquoi le jeu refuse-t-il de me donner des réponses claires? Bref, mon cerveau commence à surchauffer. Je décide donc de laisser les théories de côté et de partir directement à la rencontre d'Eskier. Une fois arrivé au nid d'Eskier, Gustave prend une grande inspiration et crie fièrement le fameux mot de passe que Golgra nous a donné. Dégage de là! Jeez, tu pas qui m'a parino. Non, c'est juste... C'est le mot de passe. Rico femicola, gorgranda baribomino, passwordito. Gomiku rapito sava. Après ce prank signé Golgra, je vais enfin rencontrer le légendaire Eskier. Et dans ma tête, je m'attends à voir un guerrier ultra charismatique, une espèce de maître légendaire capable de terrasser n'importe quel ennemi. Mais je vois ça. Bonjour, mes amis. Bonjour, mon ami la terrible nageuse. Tu es venu pour que je t'apprenne à nager? Et il me parle, on dirait qu'il a passé du temps avec Snoop Dogg juste avant.
Ça m'inspire pas trop confiance, poteau. Bon, Esquier est peut-être complètement perché, mais s'il peut nous aider à atteindre la peintresse, je suis prêt à lui faire confiance. Enfin presque. Parce qu'avant de nous aider, monsieur a une requête. Il a besoin d'une pierre appelée Florie, jusqu'à là rien d'anormal. Sauf que la pierre aurait été volée par son voisin, un certain François. Donc si je résume bien, l'être le plus puissant du monde a besoin de notre aide pour récupérer une pierre. Bon, si récupérer cette pierre est le prix à payer pour avancer, alors direction chez François. Laisse-moi deviner. François se trouve sûrement au cœur d'un territoire infesté de névrons, c'est ça? Oh non, il est juste à côté. Là-bas. Oh. François est mon voisin. Ah. Bon, j'imagine qu'on peut aller le voir. Une fois arrivé chez François, je m'attends à rencontrer le grand criminel qui a osé voler la pierre d'Esquier. Et là, je découvre que François est une tortue. Autant vous dire que ce n'était pas exactement ce que j'imaginais. Le pire, c'est que malgré sa situation, il a probablement plus de confiance en lui que tous les personnages du jeu réunis. Ce sont de gentils humains. Alors garde-les de ton côté de la caverne. Et vous dégagez de ma pelouse. Oui, on va s'en aller. On est juste là pour Florie. Alors en plus de rentrer sans frapper, vous venez pour me voler? Oh ma parole. Des humains, hein? Eh bien il faudra me passer sur le corps. Au final, le combat contre François était plutôt facile. Wesh. Bye bye François. Je récupère l'objet qu'il gardait et retourne voir Esquier avec le sentiment de travail bien fait. J'arrive devant lui, je lui tends fièrement la récompense et il me répond que ce n'est pas la vraie Florie. Ce n'est pas Florie. À ce moment-là, j'ai sincèrement envisagé de le laisser derrière moi. Parce que oui, la vraie Florie se trouve en réalité aux falaises de Rochevague. Heureusement, pour se faire pardonner, Esquier accepte enfin de nous aider et rejoint officiellement notre aventure. Il faut en parler, non. Ce jeu, il y a quand même une énergie bizarre, genre je kiffe. Qu'est-ce que le truc à la fin du monde, je sais pas quoi, il y a un gros zabétan qui fracasse tout. Et une tortue qui s'appelle François qui te one shot. Y a rien qui va. Wesh. Avant de quitter la zone, je tombe sur le journal de l'expédition 66. Et là, j'apprends quelques détails sur le passé d'Esquier. Disons simplement que plus j'en découvre sur lui et sur ses fréquentations, plus je commence à me poser des questions. Expédition 66. Marcel. Maudits soient tes foutus champignons, Esquier. Évidemment que ton ami les a mangés sans le moindre problème, vu que t'avais oublié de nous dire qu'il est apparemment immortel. C'est le genre de détail qu'on est censé mentionner avant, non? Tu veux bien arrêter de pleurer en plus, Esquier? C'est pas toi qui es sur le point de mourir, si je ne m'abuse. Ouais, Esquier, c'est un bâtard un peu, Esquier. Esquier, c'est un peu un gourmand. Moi, je peux manger les champignons. Moi, mon pote, il est mort. Oh, c'est bête. Ah, je peux manger les champignons, mais mon pote, lui, il est immortel, hein. Wesh. Une fois sorti de la grotte, Esquier débloque enfin sa vraie utilité. Je peux désormais l'invoquer pour voyager sur la carte et atteindre des endroits qui étaient impossibles d'accès jusqu'à là. Donc si je résume, après m'avoir envoyé régler une dispute de voisinage et avoir empoisonné l'expédition 66, il devient enfin utile. Et grâce à lui, de nouvelles zones s'ouvrent à moi. Et évidemment ma première destination est toute trouvée, les falaises de Rochevague. Mais bien évidemment avant d'y rentrer, on retombe dans un cauchemar de Maël. Ok, ma théorie c'est que le mec, le vieux, c'est Gustave. Un truc parallèle, c'est une boucle temporelle, un truc comme ça. Donc, le vieux, c'est Gustave. Je dois regarder sa main gauche. J'ai pas checké si sa main gauche, c'était une main gauche robotique. Et que la fille, c'est Maël. Et les flashbacks, c'est Gustave tue Maël. Il a des remords de fou. Et il a réussi en sorte à la faire revenir à la vie. C'est pour ça que la meuf a un masque et ses cheveux sont blancs. Écoutez bien, c'est ça. 200 000 pouces bleus sur la vidéo. Après avoir élaboré ma théorie complètement bancale sur l'histoire du jeu, je fais le tour du camp pour parler à tous les membres de l'expédition avant d'aller dormir. Évidemment, Clair Obscur n'est pas du même avis. Au beau milieu de la nuit, la femme masquée fait son grand retour. Et comme si ça ne suffisait pas, l'homme mystérieux réapparaît lui aussi.
À ce moment-là, mon cerveau abandonne officiellement toute tentative de comprendre l'intrigue. Entre les visions de Maël, les personnages mystérieux et les révélations qui tombent dans tous les sens. J'ai plus de questions que de réponses. Après cette nuit complètement chaotique, j'arrive enfin aux falaises de Rochevague. Et quelques minutes plus tard, je tombe sur un ennemi gigantesque. À ce moment-là, je suis persuadé que le jeu va encore me faire vivre un combat de boss interminable. Sauf qu'Esquier décide de faire quelque chose d'absolument absurde. Il avance tranquillement et détruit le monstre en une seule attaque. Le boss. Donc, attends. Est-ce qu'il est si puissant que ça? Apparemment, oui. Puissant et fainéant. Mais je suis resté devant mon écran à me demander pourquoi je passe mon temps à améliorer mon équipe si ce type peut régler tous nos problèmes en 5 secondes. Bon, je continue mon exploration jusqu'à tomber sur un drapeau d'expédition. Et vu la façon dont le jeu aime me rappeler que je ne suis pas invincible, je décide de ne prendre aucun risque, j'en profite pour améliorer mes personnages, et optimiser mes compétences et vérifier que mon équipe est prête pour la suite. Tant que je suis là, je récupère aussi le journal de l'expédition 78. Encore une fois, ces journaux nous racontent le destin des expéditions précédentes. Et franchement, plus j'en lis, plus je comprends pourquoi si peu de gens sont encore en vie dans ce monde. Avant de continuer, je prends le temps de récupérer un peu de loot, et je tombe sur un énorme gormiti qui bloque le chemin. Après lui avoir réglé son compte, je continue ma route et découvre un nouvel ennemi. Et là, le développeur responsable de ce monstre mérite une exécution. C'est un mécanique et simple. Il perd volontairement des points de vie pour gagner une montagne de boucliers, et chaque bouclier bloque une attaque. Donc pendant plusieurs minutes, je ne fais littéralement que casser des boucliers. Mais à la fin, je le bats, mais ça a duré tellement longtemps. Après avoir exploré pendant un bon moment, je découvre une grotte cachée. Comme n'importe quel joueur incapable d'ignorer un chemin secondaire, j'entre immédiatement. Et là, je tombe sur un chevalier qui protège une porte. Et évidemment, je me fais pulvériser. Après cette humiliation, je prends la décision stratégique de revenir plus tard et de faire comme si de rien n'était. Je continue donc ma route jusqu'à tomber sur un étrange chemin rempli de lampes. L'ambiance devient immédiatement plus bizarre et en connaissant ce jeu, je suis quasiment certain que quelque chose de terrible m'attend au bout. Et c'est à ce moment-là que je rencontre mon pire cauchemar depuis le début du jeu. Le boss le plus difficile que j'ai affronté jusqu'ici. Je tente un premier essai, défaite. Un deuxième, défaite. Il faut prévenir qu'un deuxième passe, broski. Un troisième, toujours défaite. Au bout d'un moment, je commence à connaître ses attaques mieux que les miennes. Mais ça ne change absolument rien. Le boss me détruit encore et encore, jusqu'à ce que je prenne une décision très rare dans cette aventure. Abandonner, enfin, temporairement. Je quitte la zone avec mon ego en morceaux et la promesse de revenir plus tard. Parce qu'une chose est sûre, cette histoire entre lui et moi n'est pas terminée. Après une pause bien méritée, je relance Clair Obscur. Mais cette fois, quelque chose change. Je suis accompagné d'un véritable crack du jeu, Floufy. Et honnêtement, il m'a ouvert les yeux. Pendant des heures, j'avais complètement sous-estimé les Lumina. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Lumina sont des bonus passifs que l'on débloque en maîtrisant des pictos. Une fois débloqués, ces effets peuvent être équipés sur n'importe quel personnage pour créer des synergies incroyablement puissantes. Le problème, c'est que moi, j'en utilisais aucun. Oui, vous m'avez bien entendu, j'utilisais aucun. J'ai passé une bonne partie du jeu sans exploiter l'une des mécaniques les plus importantes de Clair Obscur. Ok, c'est bon, j'ai compris. Comment on reset tout? On peut reset ça existe ça? Et après avoir réorganisé mes Lumina et optimisé mon équipe, la différence est immédiate. Mes personnages frappent plus fort, encaissent mieux et les combats deviennent beaucoup plus fluides. Du coup, je retourne voir le chevalier qui m'avait humilié quelques heures plus tôt. Et cette fois-ci, c'est lui qui passe un mauvais quart d'heure. Je prends ma revanche, je récupère ma victoire et je franchis enfin la porte qui protégeait. Derrière, je découvre un passage menant aux mains noires. What the... J'en profite pour récupérer une nouvelle tenue parce que je peux pas aller sauver le monde avec un drip éclaté. Oh, une nouvelle tenue pour mon bébé. Mais je ne m'attarde pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Quelqu'un qui m'a fait souffrir. Quelqu'un qui m'a humilié encore et encore. Le maître des lampes. Et cette fois-ci, je ne viens pas pour discuter. Non, tu t'en...
merci Lune. Après avoir pris ma revanche sur le maître des lampes, je rejoins enfin Escape pour partir en direction de la peintresse. Génial! Prêt à prendre l'âge. Alors, c'est parti! Tout semble enfin se mettre en place. Et puis, le vieux débarque. Encore. Depuis le début du jeu, ce bouc débarque comme ça, sans rien dire. Mais cette fois-ci, il ne veut pas discuter. Il a attaqué Gustave. Et avant même que je comprenne ce qui est en train de se passer, il le tue. Littéralement. Et je suis resté figé devant mon écran, traumatisé à vie. Parce que oui, après des dizaines d'heures à jouer Gustave, le jeu décide simplement de me l'enlever. À ce moment précis, toutes mes théories explosent et je comprends que l'histoire vient de prendre un virage complètement imprévisible. Alors que tout semble perdu, un mystérieux étranger intervient au dernier moment et parvient à sauver Maël. Hein? Ça faisait longtemps. Ah! Dans le chaos qui suit la mort de Gustave, c'est probablement la seule bonne nouvelle. Mais une fois retourné au camp, l'ambiance n'est plus du tout la même. Personne ne sait vraiment quoi dire. La perte de Gustave a laissé un vide immense au sein de l'expédition. Les discussions sont plus courtes, les regards plus lourds et chacun semble essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et pour la première fois depuis le début de l'aventure, le camp ne ressemble plus à un refuge, il ressemble à un lieu de deuil. Mais les personnages les plus optimistes paraissent affectés par les événements et honnêtement, après ce que je viens de voir, je me sens exactement comme eux. Clair Obscur vient de me rappeler que personne n'est à l'abri dans cet univers. Et maintenant que Gustave n'est plus là, une question me hante. Comment l'expédition va-t-elle continuer sans lui ?